Je suis assis au chevet de ma fille de 8 ans, Emma, observant le soulèvement et l'abaissement rythmique du respirateur. Elle est inconsciente depuis 3 jours, après qu'une grave crise d'asthme s'est transformée en insuffisance respiratoire. Mon téléphone vibre. Un texto de ma mère. Apporte le dessert pour la fête de Stéphanie ce soir. Ne sois pas inutile comme d'habitude. Je fixe le message, puis le visage pâle d'Emma, entouré de tubes et de moniteurs. Je réponds, je suis à l'hôpital. Emma est sous respirateur. La réponse est instantanée. Les priorités. Soit tu viens, soit tu sors de nos vies pour toujours. Les néons au-dessus du lit d'Emma n'arrêtent jamais de bourdonner. Cela fait 72 heures depuis ce terrifiant jeudi soir où tout a basculé. J'étais allé chercher Emma chez sa mère, Jessica, pour ma semaine de garde, et elle semblait bien pendant le dîner. Nous avons regardé un film ensemble, et elle s'est couchée vers 20h30. Mais à 2h du matin, je me suis réveillé au son de sa respiration difficile. Son inhalateur n'aidait pas. Rien n'aidait. Je n'avais jamais vu ses lèvres prendre cette teinte bleutée auparavant. Le trajet en ambulance jusqu'au centre médical pour enfants a semblé durer une éternité, même si l'ambulancier m'a dit que ça n'avait duré que 12 minutes. Emma a perdu connaissance juste au moment où nous arrivions aux urgences. Le docteur Patricia Williams, la pneumologue pédiatrique, a expliqué l'état d'Emma avec des mots qui résonnent encore dans mon esprit. Bronchospasme sévère, insuffisance respiratoire, possible lésion pulmonaire à long terme si nous ne maîtrisons pas l'inflammation. Ils ont dû l'intuber immédiatement et la mettre sous respirateur, pour donner à ses poumons le temps de guérir. Les prochaines 48 à 72 heures sont critiques, avait dit le docteur Williams, ses yeux bienveillants montrant à la fois une compétence professionnelle et une réelle préoccupation. Les enfants atteints d'un asthme aussi sévère qu'Emma peuvent se rétablir complètement, mais cela nécessite une surveillance attentive et un repos absolu pour son système respiratoire. Je n'ai pas quitté cette chambre depuis. Mon superviseur chez Peterson Electric a compris, quand j'ai appelé pour un congé d'urgence. Frank est dans le métier depuis 30 ans, et il sait ce que cela signifie quand quelqu'un dit que son enfant est en soins intensifs. Prends tout le temps dont tu as besoin, Monroe, avait-il dit. L'équipe s'occupe de tout. Mais ma famille, elle, avait une perspective totalement différente. Le texto de ma mère n'était pas le premier. Elle m'envoyait des messages depuis vendredi, à propos de la fête de Stéphanie. Ma sœur cadette, l'enfant chéri qui ne pouvait jamais mal faire, annonçait enfin si elle et son mari, Derek, attendaient un garçon ou une fille. C'était apparemment l'événement social de la saison dans le monde de ma mère. Tu avais promis d'apporter le gâteau au chocolat de la boulangerie Morrison, m'a-t-elle texté vendredi matin. J'avais fait cette promesse il y a 3 semaines, avant que mon monde ne bascule. Stéphanie l'a demandé spécifiquement, parce que tu choisis toujours les bons desserts. J'avais essayé d'expliquer l'urgence d'Emma, mais les réponses de ma mère devenaient de plus en plus irritées. Elle a déjà eu des crises d'asthme, Monroe. Tu dramatises trop. Une nuit à l'hôpital ne signifie pas que tu abandonnes tes engagements familiaux. C'est là que j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis des années, ma mère n'avait jamais vraiment pris l'état de santé d'Emma au sérieux. Pour elle, l'asthme n'était qu'un autre inconvénient, une autre façon pour moi de trouver des excuses ou de chercher l'attention. Le schéma avait toujours été là, et j'avais été trop occupé à essayer de plaire à tout le monde pour le remarquer. Stéphanie m'a appelé directement samedi matin. Monroe, c'est quoi cette histoire de rater ma fête? Maman dit que tu essaies encore d'échapper à tes obligations. Ma fille est sous respirateur, Stéphanie. Elle ne peut pas respirer seule en ce moment. Allons, tu exagères. Les enfants se remettent vite de ces choses. Le fils de la sœur de Derek a eu une pneumonie le mois dernier, et elle est quand même venue à notre célébration de fiançailles. Tu as juste besoin de mieux gérer tes priorités. La conversation s'est terminée quand je lui ai raccroché au nez. Mais le mal se propageait déjà dans notre réseau familial, cousins, tantes, oncles. Tout le monde recevait une version de l'histoire où Monroe était difficile et laissait tomber tout le monde, lors d'une étape familiale importante. Mon téléphone vibrait constamment de messages de parents remettant en question mon attachement aux valeurs familiales. Mon oncle Paul a texté, ta sœur n'aura qu'une seule première gender reveal, Monroe. Emma comprendra quand elle sera plus grande que parfois, nous devons faire des sacrifices pour les occasions spéciales. C'est alors que le docteur Williams a remarqué ma détresse lors de sa tournée du soir. Monsieur Garrett, vous êtes ici depuis 3 jours d'affilée.
quand avez-vous mangé un vrai repas ou changé de vêtements pour la dernière fois? J'ai baissé les yeux sur la même chemise de travail et le même jean que je portais depuis jeudi soir. Je ne peux pas la laisser, docteur. Et si quelque chose arrivait pendant mon absence? Les infirmières vous appelleront immédiatement s'il y a le moindre changement. Vous ne serez d'aucune aide pour Emma si vous vous effondrez d'épuisement. Allez au moins à la cafétéria pendant 20 minutes. Mais je ne pouvais pas me résoudre à partir. Chaque respiration d'Emma était assistée par cette machine. Chaque battement de cœur était surveillé sur des écrans qui bipaient et clignotaient en permanence. Comment pouvais-je m'absenter pour un gâteau et des jeux de société, alors que ma fille luttait pour sa vie? C'est à ce moment-là que Jessica est arrivée. Je ne m'attendais pas à voir mon ex-femme. Nous étions divorcés depuis 2 ans, et notre communication se limitait généralement à la logistique des gardes. Mais elle était là, le samedi soir, entrant dans l'unité de soins intensifs comme si elle en était la propriétaire. « Monroe, il faut qu'on parle », annonça-t-elle, sans même jeter un premier regard à Emma. J'ai réfléchi à la situation, et je ne suis pas à l'aise avec la façon dont tu gères les choses. La façon dont je gère les choses, Jessica? Je l'ai amenée à l'hôpital à la seconde où elle ne pouvait plus respirer. Que aurais-je dû faire différemment, exactement? Tu aurais dû mieux surveiller son état, en premier lieu. Tu aurais dû remarquer les signes plus tôt. Emma m'a dit que son inhalateur ne fonctionnait pas aussi bien ces derniers temps. Mais as-tu fait un suivi avec son médecin? T'es-tu assuré qu'elle prenait son traitement préventif de manière régulière? L'accusation m'a frappé comme un coup de poing. Les ordonnances d'inhalateur d'Emma étaient toujours renouvelées à temps. C'était moi qui l'avais conduite à chaque rendez-vous chez le pneumologue depuis le divorce. C'était moi qui avais appris la bonne technique d'inhalation et lui avais appris à reconnaître ses premiers signes avant-coureurs. Jessica, tu sais que ce n'est pas juste. J'ai parfaitement bien géré son asthme. Vraiment? Parce que le docteur Williams m'a dit que les niveaux d'inflammation d'Emma suggèrent que cela se développait depuis des semaines. Où étais-tu pendant ce temps? Je fixais mon ex-femme, essayant de comprendre ce qui se passait. Es-tu sérieusement en train de me reprocher qu'Emma soit tombée malade? Je dis que c'est peut-être le moment de reconsidérer notre accord de garde. Emma a besoin de stabilité. Elle a besoin d'un parent qui puisse se concentrer entièrement sur ses besoins de santé, sans être distrait par les horaires de travail et les plans du week-end. La menace était sans équivoque. Jessica parlait de demander la garde exclusive. Elle utilisait l'urgence médicale d'Emma comme une arme contre moi. Et le pire, c'est qu'elle coordonnait probablement cette attaque avec ma mère, qui racontait à tout le monde que j'abandonnais la famille et que je faisais de mauvais choix. Je me sentis complètement seul dans cette chambre d'hôpital stérile, entouré par les bruits des appareils de survie et l'odeur d'antiseptique. Ma fille avait besoin de moi plus que jamais. Mais au lieu du soutien de sa famille élargie, je faisais face à une campagne coordonnée pour prouver que j'étais un parent inapte. Cette nuit-là, après le départ de Jessica, avec ses vagues menaces de consulter son avocat, j'ai pris une décision. J'ai bloqué le numéro de ma mère. Je n'allais laisser personne me culpabiliser pour que je quitte le chevet d'Emma pour une fête. Je n'allais pas m'excuser d'avoir fait passer la vie de ma fille avant les obligations sociales. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Le dimanche matin a apporté un nouveau niveau de dysfonctionnement familial que je n'aurais jamais cru possible. Stéphanie a trouvé un moyen de contourner mon blocage en appelant depuis le téléphone de Derek, à 6h45 du matin. Sa voix était perçante d'indignation quand j'ai répondu. Monroe Jacob Garrett, comment oses-tu bloquer le numéro de maman? Comment oses-tu embarrasser toute notre famille comme ça? J'ai gardé la voix basse, car Emma était toujours inconsciente et les infirmières avaient souligné que Louis était souvent le dernier sens à être affecté. Stéphanie, ma fille est gravement malade. Je ne discute pas de l'organisation d'une fête en ce moment. Tu ne discutes de rien, parce que tu as décidé d'être complètement égoïste et égocentrique. As-tu la moindre idée de l'humiliation que j'ai subie hier? Sais-tu ce que ça fait de devoir expliquer à 35 personnes pourquoi mon propre frère n'a pas daigné se montrer? Je t'ai dit exactement où j'étais et pourquoi. Tu m'as dit que tu dramatisais une simple crise d'asthme. Emma va bien, Monroe. Elle cherche probablement juste à attirer l'attention, car elle sait que tu vas tomber dans le panneau. Les enfants manipulent leurs parents tout le temps. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Ma fille de 8 ans, allongée, immobile avec un tube dans la gorge, était apparemment en train de me manipuler pour attirer l'attention. Selon ma sœur,
le respirateur qui maintenait Emma en vie faisait partie d'un stratagème élaboré d'enfant. Stéphanie, je raccroche maintenant. Attends, avant de le faire, sache que j'ai parlé aux membres de la famille de ce schéma de comportement. Ce n'est pas la première fois que tu utilises Emma comme excuse pour éviter les responsabilités familiales. Tu te souviens de Noël il y a 2 ans, quand tu es parti tôt parce qu'elle avait mal au ventre? Tu te souviens du 4 juillet, quand tu ne pouvais pas rester pour les feux d'artifice à cause de sa routine du coucher? Je me souvenais très bien des 2 occasions. À Noël, Emma avait 39 degrés de fièvre. Au rassemblement du 4 juillet, elle avait été submergée par la foule et le bruit, et j'avais reconnu les signes d'une crise d'angoisse imminente qui pouvait déclencher son asthme. Ce n'étaient pas des excuses, Stéphanie. C'étaient des décisions parentales. C'était toi, mettant l'inconfort temporaire d'un enfant au-dessus de l'unité familiale. Et maintenant tu recommences, sauf que cette fois, tu te caches derrière une urgence médicale pour justifier ton comportement antisocial. Ce qui m'a choqué, ce n'était pas seulement la cruauté de ses paroles, mais le calcul derrière. Stéphanie avait clairement monté un dossier contre mon rôle de parent depuis des mois, peut-être des années. Chaque fois que j'avais priorisé les besoins d'Emma par rapport aux événements sociaux familiaux, elle avait compté les points. Derek et moi avons discuté de cette situation, a-t-elle poursuivi, et nous pensons que tu pourrais bénéficier de conseils professionnels pour établir des limites appropriées avec Emma. Il n'est pas sain pour un enfant d'avoir autant de contrôle sur la vie sociale d'un parent. Derek était un associé junior dans un cabinet d'avocats de taille moyenne en ville. L'insinuation était claire, ils envisageaient une intervention légale si je ne commençais pas à me conformer à leurs attentes de participation familiale. Ma limite, c'est de garder ma fille en vie, Stéphanie. Je suis désolé si cela interfère avec l'organisation de ta fête. Ta limite, c'est d'utiliser un enfant malade pour manipuler tout le monde autour de toi, afin de satisfaire ton anxiété sociale et ton besoin d'attention. Mais ça ne marchera plus, Monroe. La famille en a parlé, et nous n'allons plus tolérer ce comportement. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 1 heure plus tard, j'ai découvert ce que la famille en a parlé signifiait réellement. Stéphanie avait publié une série de mises à jour sur les réseaux sociaux, à propos de sa fête, qui dépeignait une image de trahison et d'abandon familial. Les photos montraient un magnifique jardin décoré en rose et bleu, des dizaines de parents souriants, et un gâteau élaboré de la boulangerie Morrison que quelqu'un d'autre avait apparemment fourni. Les légendes racontaient une autre histoire. Quand les membres de la famille choisissent le drame plutôt que l'amour, le reste d'entre nous s'aime juste plus fort. Et, tellement reconnaissante pour les parents qui sont présents quand ça compte, et j'apprends à lâcher prise sur ceux qui trouvent toujours des excuses. La section des commentaires était remplie de messages de soutien de tantes, de cousins et d'amis de la famille, tous exprimant leur sympathie pour Stéphanie, qui devait faire face à des membres de la famille difficiles et peu fiables. Personne n'a mentionné que le membre de la famille difficile était actuellement dans une unité de soins intensifs pédiatriques, regardant sa fille se battre pour sa vie. Mais la campagne sur les réseaux sociaux n'était que le début. Vers midi, j'ai commencé à recevoir des appels de membres de la famille élargie qui avaient été à la fête. Tante Linda, la sœur de ma mère, a appelé pour prendre des nouvelles d'Emma, mais a passé la plupart de la conversation à expliquer à quel point Stéphanie avait été blessée par mon absence. Je sais que tu aimes Emma, mon chéri, mais parfois, nous devons faire confiance au fait que les enfants sont plus résilients que nous le pensons. Stéphanie n'aura qu'une seule première grossesse, et le soutien familial pendant ces étapes compte vraiment. Le cousin Marcus a appelé 1 heure plus tard, avec un message similaire déguisé en inquiétude. Salut mec, j'ai entendu dire qu'Emma avait des problèmes respiratoires. C'est dur, mais tu sais, le stress affecte aussi les enfants. Et peut-être qu'elle se rétablirait plus vite si elle ne captait pas ton anxiété à l'idée de quitter l'hôpital. Le pire appel est venu du jeune frère de ma mère, l'oncle Paul, qui avait apparemment été désigné comme le porte-parole de la famille. Monroe, nous devons avoir une conversation sérieuse sur tes priorités. Ta mère a le cœur brisé par cette situation. Stéphanie se demande si elle peut compter sur toi pour quoi que ce soit d'important. Et franchement, certains d'entre nous se demandent si tu n'utilises pas les problèmes médicaux d'Emma pour éviter tes obligations sociales. Oncle Paul, Emma est sous respirateur. Elle ne peut pas respirer sans assistance mécanique. Ce n'est pas un conflit d'obligations sociales. C'est exactement le genre de langage dramatique qui inquiète tout le monde sur ton jugement. Les enfants tombent malades, Monroe. Ils vont à l'hôpital. Mais la vie ne s'arrête pas pour le reste d'entre nous.
ta grand-mère a survécu en élevant 5 enfants sans annuler les événements familiaux à chaque fois que quelqu'un avait de la fièvre. La comparaison était absurde. Ma grand-mère avait élevé des enfants à une époque où l'asthme infantile était mal compris et souvent non traité. Certains de ces enfants n'avaient pas survécu à leur maladie respiratoire. Mais l'oncle Paul n'était pas intéressé par les réalités médicales. Il était intéressé par la conformité familiale. Nous avons décidé que tu avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tes priorités, a-t-il poursuivi. Jusqu'à ce que tu sois prêt à t'excuser auprès de ta mère et de ta sœur, et jusqu'à ce que tu sois prêt à participer aux événements familiaux sans utiliser Emma comme excuse, nous pensons qu'il est préférable que tu gères tes problèmes de manière indépendante. Traduction, la famille me coupait les vivres, financièrement et émotionnellement, à moins que j'abandonne le chevet de ma fille pour assister à des réceptions. Cet après-midi-là, le docteur Williams s'est passé lors de sa tournée et a remarqué ma détresse évidente. Monsieur Garrett, on dirait que vous n'avez pas dormi depuis des jours. Comment tenez-vous le coup? Je vais bien, docteur. Comment va Emma? Emma est stable, mais je suis inquiète pour vous. Recevez-vous du soutien de la part de votre famille? Traverser cela seul peut être accablant. J'ai presque ri de l'ironie. Ma famille pense que je dramatise l'état d'Emma. Ils pensent qu'elle me manipule pour attirer l'attention. Le docteur Williams a froncé les sourcils. Monsieur Garrett, votre fille est sous ventilation mécanique depuis 3 jours. Il n'y a rien de manipulateur dans une insuffisance respiratoire. Est-ce que quelqu'un de votre famille a parlé avec moi ou avec le personnel infirmier de l'état de santé d'Emma? Non, docteur. Ils sont trop occupés à organiser des fêtes. Je vois. Eh bien, pour ce que ça vaut, vous faites exactement ce qu'un bon parent devrait faire. Emma a besoin de votre présence plus que de toute autre chose en ce moment. Les enfants en soins intensifs se rétablissent plus vite lorsqu'ils bénéficient d'un soutien constant et aimant. Mais même les assurances du docteur Williams ne pouvaient apaiser le sentiment croissant d'isolement. Ma famille avait clairement exprimé sa position, l'urgence médicale d'Emma était moins importante que l'événement social de Stéphanie. Mon dévouement à ma fille était une manipulation égoïste plutôt qu'un comportement parental responsable. Alors que le dimanche soir approchait, j'ai réalisé que je faisais face à cette crise sans aucun système de soutien. La mère d'Emma montait un dossier contre mes droits de garde. Ma famille de naissance traitait son hospitalisation comme un inconvénient qui prouvait mon inaptitude en tant que membre de la famille. Je ne savais pas que la pire trahison était encore à venir. Lundi a apporté les premiers signes d'espoir que j'avais vus depuis jeudi soir. Les niveaux de saturation en oxygène d'Emma s'amélioraient, et le docteur Williams a prudemment mentionné la possibilité de réduire le support ventilatoire si la tendance se poursuivait. Sa petite main a bougé quand je lui ai parlé, et ses paupières ont tremblé d'une manière qui suggérait qu'elle pourrait approcher de la conscience. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures en 4 jours. Le fauteuil de l'hôpital, à côté du lit d'Emma, était devenu mon univers entier. Le café de la cafétéria me maintenait fonctionnel, mais à peine. Les sandwichs des distributeurs et les barres énergétiques me nourrissaient, bien que j'ai complètement perdu l'appétit. Le personnel infirmier avait commencé à s'inquiéter de mon état. Sarah, l'infirmière de nuit qui avait été particulièrement gentille, m'a apporté un oreiller et une couverture dimanche soir. Monsieur Garrett, vous devez aussi prendre soin de vous. Emma aura besoin que vous soyez fort quand elle se réveillera. Mais je ne pouvais pas me résoudre à partir, même pour de courtes pauses. Chaque alarme de machine, chaque changement sur les moniteurs, chaque ajustement fait par les infirmières me semblait être une crise potentielle. Et si Emma avait besoin de moi et que je n'étais pas là? Et si quelque chose arrivait pendant les quelques minutes où j'étais absent? C'est alors que mon grand-père a appelé. Grand-père Harold était le père de ma mère, un charpentier à la retraite qui avait toujours été la voix stable et raisonnable dans notre chaos familial. À 82 ans, il vivait toujours de manière autonome dans sa petite maison de l'autre côté de la ville, entretenant son jardin et son atelier de menuiserie avec une précision méthodique. Monroe, je viens d'apprendre qu'Emma est à l'hôpital. Comment va-t-elle, mon garçon? Le soulagement d'entendre quelqu'un demander des nouvelles de l'état d'Emma, sans immédiatement passer à la politique familiale, était immense. Elle est sous respirateur, grand-père. Une insuffisance respiratoire due à une grave crise d'asthme, mais les médecins pensent qu'elle pourrait s'améliorer. Grand Dieu, pourquoi personne ne m'a dit à quel point c'était sérieux? Ta mère a dit qu'Emma avait l'un de ces épisodes dès que tu faisais tout un plat pour des soins médicaux de routine. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac.
Grand-père, Emma est inconsciente depuis 4 jours. Elle ne peut pas respirer sans assistance mécanique. Il n'y a rien de routinier là-dedans. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Monroe, je pense qu'il y a eu une grave erreur de communication dans cette famille. Ta mère a dit à tout le monde, à la fête de Stéphanie, qu'Emma avait une petite crise d'asthme et que tu t'en servais comme excuse pour éviter les obligations familiales. Elle a dit que tu gardais Emma à la maison, loin de l'école, pour obtenir de la sympathie et de l'attention. Emma est en soins intensifs depuis jeudi soir. Elle n'est pas du tout rentrée à la maison. Ce n'est pas l'histoire qu'on nous a racontée. Selon ta mère, tu as exagéré les problèmes médicaux d'Emma pour un effet dramatique, et tu lui apprends à utiliser la maladie comme un moyen de manipulation. Je réalisais que ma mère avait délibérément déformé l'état d'Emma à toute la famille élargie. Elle avait convaincu tout le monde que j'étais le problème, qu'Emma allait bien, et que j'utilisais une fausse urgence médicale pour éviter les responsabilités sociales. Grand-père, aimerais-tu parler au médecin d'Emma? Le docteur Williams peut expliquer exactement à quel point cette situation est grave. J'apprécierais cela, mon garçon. Et Monroe, je viens à l'hôpital aujourd'hui. Si mon arrière-petite-fille se bat pour sa vie, je veux être là. Grand-père Harold est arrivé vers 15 heures, apportant avec lui l'odeur du tabac à pipe et des copeaux de bois qui avaient défini mes visites d'enfance à son atelier. Il a jeté un regard à Emma, entourée d'équipements médicaux, et s'est assis lourdement sur la chaise supplémentaire. « Oh, ma chérie » a-t-il murmuré, tendant la main pour toucher doucement le front d'Emma. Je n'en avais aucune idée. Le docteur Williams a passé 20 minutes à expliquer l'état d'Emma, le plan de traitement et le pronostic à mon grand-père. Son visage est devenu de plus en plus grave à mesure qu'il apprenait les détails que ma mère avait cachés ou déformés à la famille. « Docteur, est-ce que Monroe fait tout ce qu'il faut? Aide-t-il à la guérison d'Emma en restant ici? » Monsieur Garrett fait exactement ce dont Emma a besoin, l'a assuré le docteur Williams. La présence parentale est l'un des facteurs les plus importants dans le rétablissement pédiatrique. Les enfants guérissent plus vite quand ils savent que leurs parents sont à proximité. Après le départ du docteur Williams, mon grand-père est resté assis en silence pendant plusieurs minutes, regardant la poitrine d'Emma se soulever et s'abaisser avec une précision mécanique. « Monroe, je dois te dire quelque chose qui me préoccupe. Ta mère agit étrangement avec l'argent ces derniers temps. Elle me demande de l'aide pour les dépenses du ménage, en disant que tu lui empruntes de l'argent et que tu ne la rembourses pas. Elle a aussi mentionné que les factures médicales d'Emma mettent à rude épreuve les finances de toute la famille. Je n'avais pas emprunté d'argent à ma mère depuis plus de 3 ans, et les frais médicaux d'Emma étaient couverts par mon assurance via Peterson Electric. Ma mère avait créé des problèmes financiers fictifs pour justifier son ressentiment envers mes choix parentaux. Grand-père, je n'ai emprunté aucun argent à maman, et les soins médicaux d'Emma sont couverts. C'est bien ce que je pensais. Ta mère raconte beaucoup d'histoires ces derniers temps qui ne tiennent pas la route. Je commence à me demander si elle n'utilise pas des situations familiales pour manipuler mon aide avec ses propres problèmes d'argent. Nous avons parlé pendant une autre heure de dynamique familiale que je n'avais jamais pleinement comprise. Mon grand-père a révélé que ma mère se positionnait en victime des mauvais choix de tout le monde depuis des années, recueillant sympathie et soutien financier en déformant diverses situations. Vers 18 heures, j'ai dit à mon grand-père que je devais appeler mon superviseur pour le tenir au courant de mon congé. Frank avait été compréhensif, mais je devais fournir un calendrier réaliste pour mon retour au travail. « Vas-y, mon garçon. Je resterai avec Emma pendant que tu passes tes appels. » Je suis sorti dans la salle de consultation familiale, au bout du couloir, et j'ai passé 10 minutes au téléphone avec Frank, expliquant l'état d'Emma et obtenant l'approbation pour un congé familial prolongé. Quand je suis retourné dans la chambre d'Emma, mon grand-père avait l'air troublé. « Monroe, quelque chose s'est passé pendant ton absence. L'infirmière a mentionné qu'une femme plus âgée est venue rendre visite à Emma hier, pendant les heures de visite du soir. Elle était enregistrée comme une grand-mère, mais ce n'était ni moi, ni la mère de Jessica. Est-ce que ta mère est venue ici? » Mon sang se glaça. « Quand? Hier? » Hier soir vers 19h30. L'infirmière a dit que la femme a passé environ 20 minutes dans la chambre d'Emma et est partie à la fin des heures de visite. J'ai trouvé Sarah, l'infirmière de nuit qui travaillait dimanche soir. « Sarah, pouvez-vous me parler de la femme qui a rendu visite à Emma hier? » Oh, oui. Une dame plus âgée, peut-être 65 ans, cheveux gris courts, très bien habillée. Elle a dit qu'elle était la grand-mère d'Emma et que vous lui aviez donné la permission de lui rendre visite.
Elle semblait en savoir beaucoup sur l'état d'Emma, alors j'ai supposé que vous lui aviez parlé. A-t-elle dit quelque chose à Emma? A-t-elle essayé de la réveiller? Je les ai vérifiés une fois, et elle parlait à Emma très doucement. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais elle semblait très concentrée sur le fait d'obtenir une réponse. J'ai eu la nausée. Ma mère était venue à l'hôpital pendant mon absence et avait passé 20 minutes seule avec ma fille inconsciente. Elle avait obtenu l'accès en prétendant que j'avais donné ma permission, ce que je n'avais absolument pas fait. Et elle avait parlé à Emma, essayant de la réveiller pour des raisons que je ne pouvais imaginer, mais que je craignais de découvrir bientôt. Sarah, y a-t-il un moyen de visionner les images de sécurité d'hier soir? Vous devrez parler à la sécurité de l'hôpital, mais oui, toutes les zones de visite sont enregistrées. J'ai passé l'heure suivante avec la sécurité de l'hôpital, examinant des images qui confirmaient mes pires soupçons. Ma mère avait bien rendu visite à Emma à 19h30 le dimanche soir, restant exactement 23 minutes. Les caméras la montraient penchée sur le lit d'Emma, parlant avec insistance, touchant occasionnellement la main et le bras d'Emma comme pour provoquer une réaction. Ce qui était le plus troublant, c'était le langage corporel de ma mère. Elle n'agissait pas comme une grand-mère inquiète rendant visite à sa petite-fille malade. Elle agissait comme quelqu'un avec un objectif, quelqu'un qui essayait d'accomplir quelque chose de spécifique pendant sa visite non autorisée. Monsieur Garrett, a dit le superviseur de la sécurité, étant donné que cette visiteuse n'a pas été autorisée par vous, nous pouvons restreindre son accès à l'avenir si vous le souhaitez. Oui, s'il vous plaît. Personne ne devrait être autorisé à rendre visite à Emma sans ma permission explicite. Je suis retourné dans la chambre d'Emma pour trouver mon grand-père lisant tranquillement, pendant qu'Emma continuait sa respiration mécanique et régulière. Mais quelque chose semblait différent. Il y avait une tension dans l'air, le sentiment que quelque chose avait changé pendant que je réglais le problème de sécurité. Monroe, dit doucement mon grand-père. Je crois qu'Emma est peut-être en train de se réveiller. Ses yeux bougent sous ses paupières depuis quelques minutes. Comme en réponse à sa voix, les yeux d'Emma s'ouvrirent en papillotant pour la première fois en 4 jours. Les yeux d'Emma s'ouvrirent lentement, le regard vague et confus sous la lumière vive de l'hôpital. Le docteur Williams m'avait prévenu que la conscience reviendrait progressivement, et qu'Emma pourrait être désorientée à cause des médicaments et du traumatisme des soins intensifs. Papa? Sa voix était à peine un murmure, rauque à cause du tube respiratoire qui avait été retiré juste 1 heure plus tôt. Je suis là, ma chérie. Tu es en sécurité. Tu es à l'hôpital, mais tu vas mieux. Le regard d'Emma balaya la pièce, observant les moniteurs et l'équipement médical avant de se poser sur mon visage. Papa, j'ai eu peur. Je ne pouvais plus respirer et tout est devenu noir. Je sais, mon bébé, mais les médecins t'ont aidé, et maintenant tes poumons fonctionnent mieux. Tu vas t'en sortir. Mon grand-père se pencha doucement. Bonjour, Emma. Je suis ton arrière-grand-père, Harold. J'attendais de te rencontrer correctement depuis longtemps. Emma étudia son visage avec la concentration sérieuse que les enfants utilisent pour traiter de nouvelles informations. Tu es le grand-père de papa? C'est bien ça, et je suis si fier de ton courage. Le docteur Williams arriva pour sa tournée du soir et fut heureuse de trouver Emma éveillée et réceptive. Après avoir vérifié ses signes vitaux et posé quelques questions d'orientation de base, elle confirma que le rétablissement d'Emma progressait bien. Emma, tu vas beaucoup mieux. Ta respiration est presque revenue à la normale, et nous pourrons peut-être te transférer hors des soins intensifs demain si tu continues à t'améliorer. Mais alors que l'excitation médicale retombait et que les heures de visite se terminaient, Emma devint silencieuse d'une manière qui semblait différente de la fatigue normale post-hospitalisation. Elle n'arrêtait pas de regarder vers la porte de sa chambre, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un apparaître. « Papa » dit-elle enfin, sa voix toujours faible mais portant un poids qui me rendit nerveux. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Mamie est venue ici hier soir. Mon grand-père et moi avons échangé un regard. Que veux-tu dire, Emma ? Quelle mamie ? Ta maman ? La maman de papa est venue me voir quand tu n'étais pas là. Je sentis mon rythme cardiaque s'accélérer. Emma, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Emma parut incertaine, comme si elle essayait de décider si elle devait me dire quelque chose qui pourrait me contrarier. Elle a dit des choses qui m'ont rendu triste. Quel genre de choses, mon bébé ? Tu peux tout me dire. Tu n'auras pas d'ennui. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle a dit que tu ne voulais plus vraiment t'occuper de moi.
Elle a dit que tu lui avais dit qu'avoir une petite fille malade était trop de travail, et que tu voulais me donner à maman tout le temps, pour pouvoir t'amuser sans t'inquiéter de mon asthme. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Ma mère avait profité de sa visite non autorisée pour empoisonner l'esprit de ma fille contre moi, pendant qu'Emma était sans défense et vulnérable dans un lit d'hôpital. Emma, ce n'est pas vrai. Rien de tout ça. J'adore m'occuper de toi. J'adore t'avoir avec moi. Jamais, au grand jamais, je ne voudrais te donner. Mais mamie a dit que tu le lui avais dit. Elle a dit que tu te plains de payer pour mes médicaments, et que les vrais papas ne laissent pas leur fille tomber aussi malade. Je pouvais à peine contenir ma rage. Ma mère avait attaqué la confiance entre moi et ma fille au moment où Emma était la plus effrayée et la plus vulnérable. Elle avait utilisé l'urgence médicale d'Emma comme une opportunité pour semer le doute sur mon amour et mon engagement. Emma, regarde-moi. Ai-je quitté cette chambre depuis que tu es ici? Non, papa. Tu es resté tout le temps. C'est parce qu'il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être. Il n'y a rien de plus important pour moi que de m'assurer que tu es en sécurité et aimé. Mamie a eu tort de te dire ces choses. Mais Emma n'avait pas fini. Papa? Elle a dit autre chose, aussi. Mon grand-père tendit la main et prit la mienne, sentant que ce qui allait suivre serait pire. Elle a dit que maman et elle m'avaient trouvé un nouveau papa, quelqu'un avec beaucoup d'argent qui peut mieux s'occuper de moi. Elle a dit que tu allais signer des papiers pour le laisser m'adopter, parce que tu es fatigué d'être pauvre et de t'occuper d'enfants malades. Je sentis la pièce tourner autour de moi. Ma mère n'avait pas seulement attaqué ma relation avec Emma. Elle avait révélé ce qui ressemblait à un véritable plan, impliquant Jessica et une possible adoption. Ce n'était pas de la cruauté gratuite. Cela faisait partie d'une stratégie coordonnée pour me retirer entièrement de la vie d'Emma. Emma, ma chérie, je ne signerai jamais de papier pour te donner à quelqu'un d'autre. Tu es ma fille, et je serai toujours ton papa. Personne ne peut changer ça. Mais si le nouveau papa a plus d'argent pour de meilleurs médecins? Et si j'étais en meilleure santé si je vivais avec lui au lieu de toi? La manipulation était d'une efficacité déchirante. Ma mère avait pris la peur légitime d'Emma concernant son état de santé et l'avait transformée en culpabilité d'être un fardeau pour moi. Elle avait fait en sorte qu'une fillette de 8 ans s'inquiète que sa maladie ruine ma vie, et qu'elle serait mieux avec des étrangers. Emma, écoute-moi très attentivement. Tu n'es pas un fardeau. Tu ne coûtes pas trop cher. Tu n'es pas trop de travail. Tu es la chose la plus importante dans mon monde entier. Et je préférerais être pauvre avec toi que riche sans toi. Le docteur Williams choisit ce moment pour revenir pour une dernière vérification, et elle remarqua immédiatement la tension émotionnelle dans la pièce. Est-ce que tout va bien? Emma, tu sembles contrariée. Je regardai mon grand-père, qui hocha la tête de manière encourageante. Docteur, Emma vient de nous dire que quelqu'un lui a rendu visite hier et lui a dit des choses très troublantes sur ses soins médicaux et notre situation familiale. Est-il possible que le stress émotionnel puisse affecter sa guérison? Le docteur Williams s'assit à côté du lit d'Emma. Emma, parfois, quand nous sommes malades et effrayés, les gens peuvent dire des choses qui nous inquiètent encore plus. Mais je veux que tu saches que ton papa a pris excellemment soin de toi. Il a tout fait exactement comme il le fallait, et c'est pour ça que tu vas mieux. Vraiment? Vraiment. Ton papa t'a amené à l'hôpital dès que tu ne pouvais plus respirer. Il est resté avec toi chaque jour. Il a posé toutes les bonnes questions sur ton traitement. C'est ce que font les bons papas quand leurs petites filles sont malades. Emma parut soulagée, mais je pouvais voir que les mots de ma mère avaient semé des graines de doute qui prendraient du temps à être entièrement dissipées. Après le départ du docteur Williams, Emma s'endormit en me tenant la main. Mon grand-père et moi sommes restés assis dans la pièce sombre, assimilant ce que nous venions d'apprendre. Monroe, c'est pire que je ne le pensais. Ta mère n'a pas seulement fait des erreurs ou mal compris la situation. Elle a délibérément utilisé la maladie d'Emma pour essayer de détruire ta relation avec elle. Grand-père, elle a mentionné des papiers d'adoption et un nouveau papa avec de l'argent. On dirait qu'elle s'est coordonnée avec Jessica sur quelque chose de spécifique. Je pense que tu dois faire des recherches, mon garçon, car s'il y a un plan légal en cours, tu dois en être informé avant qu'il ne soit trop tard pour te défendre. J'ai passé cette nuit à faire des recherches sur le droit de la famille sur mon téléphone, pendant qu'Emma dormait paisiblement pour la première fois en 5 jours. Ce que j'ai découvert rendait tout ce que ma mère avait dit à Emma encore plus sinistre. Dans notre état,
les droits parentaux pouvaient être révoqués si un tribunal déterminait qu'un parent était incapable de fournir des soins médicaux adéquats à un enfant ayant des besoins spéciaux. Si Jessica pouvait prouver que l'hospitalisation d'Emma était le résultat de ma négligence, et si elle pouvait démontrer qu'une autre personne était mieux équipée pour gérer les besoins médicaux d'Emma, elle pourrait en fait être en mesure de demander la suppression de mes droits, en faveur d'une adoption par un beau-parent. La visite de ma mère n'avait pas été de la cruauté gratuite. C'était la préparation d'une bataille pour la garde, qui positionnerait la maladie d'Emma comme une preuve de mon inadéquation en tant que père. Mais j'étais sur le point de découvrir que le complot allait encore plus loin que je ne l'avais imaginé. Le mardi matin a apporté des révélations plus troublantes que je n'aurais pu l'anticiper. Pendant qu'Emma dormait paisiblement pour la première fois depuis qu'elle avait repris conscience, j'ai décidé d'enquêter sur les papiers d'adoption qu'elle avait mentionnés. Ces paroles sur un nouveau papa avec beaucoup d'argent semblaient trop spécifiques pour être une simple manipulation. J'ai commencé par appeler mon ami Robert, qui supervise l'équipe d'électriciens chez Peterson Electric. Robert avait traversé une bataille de garde acrimonieuse 3 ans plus tôt et en savait plus sur le droit de la famille que je n'aurais jamais voulu en apprendre. Monroe, comment va Emma? Frank a raconté la situation à toute l'équipe. Elle est réveillée maintenant et s'améliore, mais je dois te demander quelque chose d'étrange. Est-ce que quelqu'un t'a appelé pour te poser des questions sur moi, sur mes performances au travail ou ma stabilité? Il y eut une pause. En fait, oui. Vendredi dernier, quelqu'un a appelé en prétendant être des services de protection de l'enfance. Il voulait savoir si tu étais assidu, ton comportement, si tu semblais stressé ou dépassé par le fait d'être un parent seul. Je leur ai dit que tu étais l'un des gars les plus fiables que nous ayons. Mon estomac se noie. Qu'est-ce qu'ils ont demandé exactement? Des trucs bizarres. Si tu parlais des frais médicaux d'Emma comme d'un fardeau financier, si tu avais déjà mentionné que tu sentais que tu ne pouvais pas gérer ces problèmes de santé seul, si tu semblais en vouloir d'avoir les responsabilités de la garde. C'était exactement le genre de question qui appuierait un dossier visant à révoquer les droits parentaux pour incapacité à fournir des soins adéquats. Robert, ce n'était pas vraiment les services de protection de l'enfance. Je pense que quelqu'un est en train de monter un dossier contre mes droits de garde. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peux-tu documenter cet appel? Note tout ce dont tu te souviens sur les questions et quand ça s'est passé. J'en aurai peut-être besoin pour le tribunal. Après avoir raccroché avec Robert, j'ai appelé Jessica directement. Je devais savoir si mes soupçons étaient fondés. Monroe, j'espère que tu appelles pour discuter de la planification de la sortie d'Emma. Nous devons parler de la modification de notre accord de garde pour garantir qu'elle reçoive une surveillance médicale appropriée à l'avenir. Jessica, est-ce que quelqu'un t'a aidé à monter un dossier contre mon rôle de parent? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Est-ce que quelqu'un t'a encouragé à demander une modification de la garde? Quelqu'un t'a-t-il fourni des conseils juridiques ou un soutien? Le silence de Jessica dura trop longtemps. Monroe, j'ai consulté un avocat concernant le meilleur intérêt d'Emma. C'est mon droit en tant que mère. Quel avocat? C'est confidentiel. Est-ce le cabinet d'avocats de Derek? Une autre pause révélatrice. Derek a mentionné que son cabinet s'occupe parfois de cas de droit de la famille, et ils ont proposé de fournir des services de consultation à un tarif réduit. Je sentis les pièces du puzzle s'assembler. Le mari de Stéphanie fournissait des services juridiques pour aider Jessica à m'enlever Emma. Ma mère leur donnait des munitions en déformant ma situation financière et mes capacités parentales, et ils avaient coordonné cet effort pendant qu'Emma se battait pour sa vie. Jessica, à qui d'autre as-tu parlé de cette modification de garde? Je n'ai pas à répondre à tes questions, Monroe. As-tu parlé à ma mère? Ta mère m'a appelé dimanche matin pour exprimer son inquiétude concernant les soins d'Emma. Elle a mentionné que tu semblais dépassé par les responsabilités médicales et que tu empruntais de l'argent à la famille pour couvrir les dépenses. Jessica, je n'ai emprunté d'argent à personne. Mon assurance couvre les soins médicaux d'Emma, et la raison pour laquelle je semble dépassé, c'est parce que notre fille a été inconsciente sous respirateur. Ta mère dit que tu exagères les besoins médicaux d'Emma pour attirer l'attention et que tu utilises son asthme comme excuse pour éviter les obligations familiales. Je réalisais que ma mère avait joué sur les deux tableaux. Elle disait à ma famille que je surréagissais aux besoins médicaux d'Emma, tout en disant simultanément à Jessica que je sous-réagissais et que je fournissais des soins inadéquats. Jessica, est-ce que ma mère t'a suggéré de demander une modification de la garde? Elle a mentionné qu'Emma pourrait bénéficier d'un environnement familial plus stable,
avec de meilleures ressources pour gérer ses besoins médicaux. De meilleures ressources comme quoi? Comme un beau-père qui est financièrement établi et peut fournir des soins médicaux privés au lieu de dépendre des urgences. Voilà. Jessica prévoyait déjà de se remarier avec quelqu'un qui pourrait fournir de meilleures ressources médicales pour Emma, et ma mère l'encourageait à présenter mes limites financières comme une négligence médicale. Après avoir mis fin à l'appel avec Jessica, j'ai contacté le défenseur des droits des patients de l'hôpital pour discuter de mes préoccupations concernant les visiteurs non autorisés et les interférences potentielles avec les soins d'Emma. Monsieur Garrett, les visiteurs non autorisés peuvent absolument avoir un impact sur le rétablissement d'un enfant, surtout s'ils causent une détresse émotionnelle. Nous pouvons mettre en place des restrictions de visite strictes qui nécessitent votre approbation explicite pour que quiconque puisse voir Emma. J'apprécierais cela. Et y a-t-il un moyen de documenter l'impact émotionnel de la visite non autorisée de ma mère? Le docteur Williams peut noter dans le dossier d'Emma qu'elle a subi une détresse liée au comportement inapproprié d'un visiteur. Cette documentation peut être importante s'il y a des préoccupations de garde. Mais mon enquête a révélé des détails encore plus troublants. Je me suis souvenu des inquiétudes de mon grand-père, concernant ma mère qui lui demandait de l'argent pour couvrir mes prétendues dettes. Quand je l'ai appelé mardi après-midi, ces informations ont complété d'autres pièces du puzzle. Monroe, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Ta mère m'a demandé plus de $3000 au cours des 6 derniers mois, en prétendant que tu lui empruntais de l'argent et que tu ne la remboursais pas à grand-père. Je n'ai jamais emprunté d'argent à maman. Où a-t-elle dit que cet argent allait? Les frais médicaux d'Emma, ton loyer quand le travail était rare, les réparations de voitures quand tu ne pouvais pas te les permettre. Elle a fait croire que tu luttais constamment et qu'elle tolérait ton irresponsabilité en continuant à t'aider. Combien d'argent t'a-t-elle emprunté au total? Près de $8000 depuis Noël dernier. Elle promettait toujours de me rembourser quand tu la remboursais. J'ai eu la nausée. Ma mère avait volé de l'argent à son père âgé en prétendant que c'était pour mes urgences financières fictives. Elle avait créé tout un récit sur mon irresponsabilité pour justifier ce qui s'apparentait à un abus financier envers une personne âgée. Grand-père, j'ai besoin que tu documentes toutes ces transactions, les dates, les montants, ce qu'elle a dit que l'argent était pour. Je pense qu'elle a commis une fraude financière. Monroe, il y a autre chose. Derek m'a appelé le mois dernier pour me poser des questions sur ta situation financière. Il a dit qu'il essayait d'aider la famille à comprendre comment mieux te soutenir dans les moments difficiles. Derek avait recueilli des informations financières pour étayer le dossier de garde de Jessica, tout en se faisant passer pour un membre de la famille soucieux. La coordination entre ma mère, ma sœur, Jessica et Derek était plus étendue que je ne l'avais réalisé. Ce soir-là, pendant qu'Emma dormait confortablement avec beaucoup moins de soutien médical, j'ai pris une décision. J'ai appelé directement le cabinet d'avocats de Derek. J'aimerais parler à Derek Patterson d'un conflit d'intérêts potentiel impliquant une représentation en droit de la famille. Monsieur Patterson est hors du bureau. Quelqu'un d'autre peut-il vous aider? C'est au sujet de sa représentation de Jessica Martinez dans une affaire de garde, tout en fournissant des conseils financiers à ma mère, Patricia Garrett, sur la même situation familiale. Il y eut une longue pause. Monsieur, je vais devoir demander à quelqu'un de notre service d'éthique de vous rappeler. En moins de 2 heures, le cabinet de Derek m'a appelé pour m'informer qu'il se retirait de toute représentation de Jessica, en raison de problèmes de conflit d'intérêts. Apparemment, la relation personnelle de Derek avec ma famille créait des problèmes éthiques pour représenter quelqu'un dans une affaire contre un membre de la famille. Mais le mal était déjà fait. Jessica avait été encouragée à demander une modification de la garde, ma mère avait fourni de fausses informations pour étayer ce dossier, et ma famille avait systématiquement sapé ma réputation de parent pendant qu'Emma se battait pour sa vie. Ce que j'allais découvrir ensuite prouverait que leur trahison était encore plus calculée que je ne l'avais imaginé. Le mercredi matin a marqué un tournant à plus d'un titre. Emma était alerte, respirait de manière autonome, et il était prévu qu'elle quitte les soins intensifs pour une chambre pédiatrique normale. Mais plus important encore, j'ai décidé d'arrêter d'être sur la défensive et de commencer à me battre contre l'attaque coordonnée sur mon rôle de parent et ma relation avec ma fille. Mon premier appel fut pour Linda Morrison, une avocate spécialisée en droit de la famille que Robert m'avait recommandée. Linda était spécialisée dans la protection des droits parentaux et avait de l'expérience dans les cas d'aliénation parentale. Monsieur Garrett, d'après ce que vous avez décrit, cela ressemble à un cas d'école d'aliénation parentale, combiné à un possible abus financier envers une personne âgée. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de leurs stratégies reposent sur votre passivité.
Si vous êtes prêt à être proactif, nous pouvons renverser la situation. Que voulez-vous dire? La visite non autorisée de votre mère à l'hôpital et ses déclarations à Emma constituent une ingérence dans la relation parent-enfant. La coordination de Jessica avec les membres de votre famille pour monter un dossier de garde pourrait être considérée comme un litige de mauvaise foi. Et si votre grand-père est prêt à documenter la fraude financière, votre mère pourrait faire face à des accusations criminelles. Linda a expliqué que ma première étape devrait être de rassembler des preuves et des documents, avant que quiconque ne se rende compte que je préparais une réponse juridique. Conservez chaque texto, chaque message vocal, chaque publication sur les réseaux sociaux. Obtenez des déclarations écrites de votre superviseur au travail, du médecin d'Emma, et de toute personne ayant été témoin de leur comportement. Documentez la fraude financière avec les relevés bancaires de votre grand-père. Nous devons constituer un dossier complet avant qu'il n'ait la chance de couvrir leurs traces. J'ai passé le mercredi après-midi à collecter des preuves avec une détermination systématique. Robert a fourni une déclaration écrite détaillée sur le faux appel des services de l'enfance, y compris les questions spécifiques posées et ses réponses. Le docteur Williams a accepté de documenter la détresse émotionnelle d'Emma suite à la visite non autorisée de ma mère, et son opinion que j'avais fourni d'excellents soins parentaux tout au long de l'urgence médicale. Le service de sécurité de l'hôpital a fourni la documentation officielle de la visite non autorisée de ma mère, y compris les horodatages et les images la montrant accédant à la chambre d'Emma sous de faux prétextes. Mais la preuve la plus importante est venue de mon grand-père. Monroe, je suis allé à la banque ce matin et j'ai obtenu des copies de toutes les transactions que ta mère a demandées. J'ai aussi trouvé quelque chose d'autre de troublant. Il m'a tendu un dossier rempli de relevés bancaires et de correspondances. Ta mère a utilisé mon compte pour effectuer des paiements au cabinet d'avocat de Derek. De petits montants, mais des paiements réguliers depuis le mois dernier. Grand-père, elle a payé l'avocat de Jessica avec l'argent qu'elle t'a volé en prétendant que c'était pour mes urgences. C'est exactement ce qui s'est passé. Et regarde ça. Il m'a montré une série de chèques faits à un détective privé à Dallas. Les mémos de paiement disaient « Recherche pour garde d'enfants ». Monroe, ta mère a engagé un détective privé pour déterrer des informations sur ta vie personnelle. Elle planifie cette attaque pour la garde depuis des mois. J'ai ressenti un mélange de rage et de clarté. Ma mère n'avait pas réagi émotionnellement à l'hospitalisation d'Emma. Elle s'en était servie comme d'une opportunité pour faire avancer un plan à long terme visant à me retirer de la vie de ma fille. Le jeudi matin a apporté le premier signe que ma contre-attaque fonctionnait. Derek m'a appelé directement, contournant complètement Jessica. Monroe, je pense qu'il y a eu une erreur de communication sur la situation familiale. Je veux que tu saches que mon cabinet n'est plus impliqué dans aucune affaire juridique concernant la garde d'Emma. Pourquoi ce changement soudain, Derek? Nous avons découvert certains conflits éthiques qui rendent inapproprié pour nous de représenter Jessica dans cette affaire. De plus, certaines des informations qui nous ont été fournies sur votre situation financière semblent avoir été inexactes. Vous voulez dire que les informations fournies par ma mère étaient fausses? Je ne peux pas discuter des détails, mais je peux vous dire que nos recherches préliminaires n'ont pas étayé les affirmations qui ont été faites sur votre instabilité économique ou votre adéquation parentale. Le cabinet de Derek avait fait sa propre enquête et découvert que les affirmations de ma mère étaient fabriquées. Plutôt que de faire face à de potentielles violations éthiques pour avoir participé à un litige de mauvaise foi, ils abandonnaient complètement le cas de Jessica. Mais mon appel le plus important a été au service de protection de l'enfance. J'aimerais signaler une suspicion d'aliénation parentale et d'abus financiers envers une personne âgée, ai-je dit à l'agent d'accueil. J'ai des documents sur des efforts coordonnés pour interférer avec mes droits parentaux, et des preuves de fraude financière contre mon grand-père âgé. Le CPS a accepté d'ouvrir une enquête sur la base de la visite non autorisée de ma mère à l'hôpital et de ses déclarations à Emma. Ils étaient particulièrement préoccupés par l'abus financier envers une personne âgée, qui indique souvent des schémas plus larges de manipulation et d'exploitation. M. Garrett, nous allons interroger Emma sur la visite de sa grand-mère et évaluer s'il y a eu manipulation psychologique. Nous allons également référer les allégations d'abus financiers au service de protection des adultes et potentiellement aux forces de l'ordre. Le jeudi après-midi, j'ai pris la mesure la plus difficile mais nécessaire. J'ai appelé ma mère directement. Patricia, c'est Monroe. Je t'appelle pour t'informer que tu n'es plus la bienvenue pour avoir le moindre contact avec moi ou ma fille. Monroe, ne sois pas ridicule. Emma est ma petite fille. Emma est ma fille. Et tu as utilisé son urgence médicale pour essayer de la monter contre moi.
Tu as dit à une enfant inconsciente que je ne voulais plus d'elle et que je prévoyais de la donner en adoption. J'essayais d'aider Emma à comprendre la réalité de sa situation. La réalité, c'est que tu voles de l'argent à grand-père Harold en mentant sur mes besoins financiers. La réalité, c'est que tu t'es coordonné avec Jessica pour monter un faux dossier de garde contre moi. La réalité, c'est que tu manipules tout le monde dans cette famille pour tes propres fins. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Patricia, le CPS enquête sur ta visite non autorisée à l'hôpital et sur tes déclarations à Emma. Les services de protection des adultes enquêtent sur l'abus financier de grand-père Harold, et j'ai des documents sur tout ce que tu as fait la semaine dernière. Tu fais une erreur, Monroe. La famille ne se retourne pas contre la famille. Tu as raison sur ce point. La famille ne se retourne pas contre la famille, c'est pourquoi ce que tu as fait n'est pas un comportement familial. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro à nouveau. Mais cette fois, je ne me cachais pas de la pression familiale. Je protégeais ma fille d'une manipulation psychologique documentée. Le vendredi matin a apporté le moment le plus satisfaisant de toute cette épreuve. Jessica a appelé pour discuter de la modification de notre approche des discussions sur la garde. Monroe, je pense que nous devrions envisager la médiation plutôt que le litige pour tout ajustement de garde. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Jessica? Le cabinet de Derek s'est retiré de l'affaire, et ma consultation avec un autre avocat a suggéré que les preuves de modification pourraient ne pas être aussi solides que je le pensais initialement. Traduction, le nouvel avocat de Jessica lui avait dit que mes documents détruiraient son dossier et qu'elle pourrait en fait perdre du temps de garde plutôt qu'en gagner. Jessica, laisse-moi être clair sur quelque chose. Toutes les futures discussions sur la garde incluront la documentation de ta coordination avec ma famille pour monter un faux dossier contre moi. Tout avocat que tu embaucheras recevra des copies des preuves que j'ai recueillies, et toute tentative d'interférer avec ma relation avec Emma entraînera une action en justice immédiate. Je pense que tu surréagis, Monroe. Emma a été sous respirateur pendant 4 jours et, au lieu de soutenir sa guérison, tu as utilisé son urgence médicale pour essayer de me l'enlever. Ce n'est pas surréagir. C'est protéger ma fille de personnes qui exploiteraient sa maladie pour un gain personnel. Le vendredi après-midi, Emma a été médicalement autorisée à sortir. Le docteur Williams a fourni des documents attestant que mes soins tout au long de la crise avaient été exemplaires et que le rétablissement d'Emma était excellent. M. Garrett, Emma a de la chance d'avoir un père qui donne la priorité à son bien-être avant la pression sociale. Ce genre de défense est exactement ce dont les enfants atteints de maladies chroniques ont besoin. Mais la justification la plus importante est venue d'Emma elle-même. Papa, je sais que ce que mamie a dit n'était pas vrai. Je sais que tu m'aimes et que tu veux t'occuper de moi pour toujours. Comment le sais-tu, ma chérie? Parce que tu es resté avec moi tout le temps quand j'avais peur. Et parce que tu t'es fâché contre les gens qui disaient des choses méchantes sur nous, au lieu de te fâcher contre moi parce que j'étais malade. Emma avait appris la leçon la plus importante de toutes, la vraie famille se protège mutuellement du mal, même lorsque ce mal vient de personnes qui sont censées vous aimer. Le lundi suivant, Emma et moi sommes entrés au tribunal de la famille pour ce qui serait la résolution finale de la tentative de modification de la garde de Jessica. Armé de 15 cm de documents, de témoignages de professionnels de la santé et de preuves du complot contre mes droits parentaux, je me sentais confiant pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Le nouvel avocat de Jessica avait tenté de retirer entièrement la requête de garde, mais le tribunal exigeait une audience, car le CPS avait déposé son propre rapport sur les préoccupations d'aliénation parentale. La juge Patricia Henderson a examiné toutes les preuves méthodiquement, le témoignage du docteur Williams sur mes soins exemplaires pendant l'urgence médicale d'Emma, la documentation de la visite non autorisée de ma mère à l'hôpital et la manipulation psychologique d'Emma, la preuve de la fraude financière contre mon grand-père, et les dossiers de la stratégie juridique coordonnée entre Jessica et les membres de ma famille. Madame Martinez, la juge Henderson s'adressa à Jessica, le tribunal estime que votre requête de modification de garde était basée sur de fausses informations et a été poursuivie de mauvaise foi, avec l'aide des membres de la famille paternelle de l'enfant. Cela représente une ingérence grave dans la relation père-enfant. Jessica parut stupéfaite alors que la juge poursuivait, « Monsieur Garrett, les preuves montrent que vous avez fourni d'excellents soins à Emma lors d'une urgence médicale potentiellement mortelle, tout en faisant face au harcèlement et à la manipulation de plusieurs membres de la famille. Le tribunal ne trouve aucune base pour une modification de la garde et une préoccupation importante concernant les tentatives d'aliéner Emma de vos soins. La décision finale de la juge Henderson a dépassé mes attentes les plus optimistes.
j'ai obtenu la garde physique principale d'Emma, avec Jessica reléguée à des visites supervisées pendant 6 mois, pendant qu'elle suivait des cours de parentalité axés sur la communication en coparentalité et la prise de décision centrée sur l'enfant. De plus, la juge a conclu, le tribunal émet une ordonnance restrictive interdisant à Patricia Garrett tout contact avec l'enfant mineur, en attendant la résolution de l'enquête du CPS. Le système de justice pénale a agi avec une efficacité surprenante une fois que les services de protection des adultes et les forces de l'ordre ont été impliqués. Ma mère a fait face à des accusations d'abus financiers envers une personne âgée, de vol par tromperie et d'ingérence dans la garde d'un enfant. Le procureur de district a expliqué que l'abus financier envers les parents âgés était un domaine de poursuite prioritaire, surtout lorsqu'il était combiné à d'autres comportements manipulateurs. Le cabinet d'avocats de Derek a fait l'objet d'un examen éthique par le barreau de l'État pour son rôle dans la fausse affaire de garde. Bien que Derek lui-même n'ait pas été sanctionné, le cabinet a mis en place de nouvelles politiques sur les conflits de relations familiales et a payé une amende substantielle pour un filtrage inadéquat des conflits. Mais la justice la plus significative est venue de sources inattendues. Le mariage de Stéphanie a commencé à s'effondrer lorsque le cabinet d'avocats de Derek a abandonné toutes leurs affaires juridiques en raison de préoccupations éthiques. Les associés de Derek n'étaient pas intéressés par un associé junior dont les drames familiaux avaient causé des problèmes de responsabilité professionnelle. Lorsque Stéphanie a découvert que Derek avait participé à un stratagème pour manipuler la garde de sa nièce, elle a réalisé qu'elle avait épousé quelqu'un dont le jugement et le caractère étaient fondamentalement viciés. Mon grand-père a emménagé dans un petit appartement à seulement 3 rues de notre maison, enfin libéré de la manipulation financière de ma mère et désireux de construire une véritable relation avec Emma. Son atelier est devenu l'endroit préféré d'Emma, où elle a appris les bases de la menuiserie et a entendu des histoires sur l'artisanat et l'intégrité. L'équipe de construction de Peterson Electric est devenue les oncles de cœur d'Emma, contribuant à un fonds qui garantirait qu'elle ait les meilleurs soins médicaux et équipements de gestion de l'asthme possible. Frank a institué une politique d'entreprise prévoyant un congé familial d'urgence pour tout travailleur confronté à la crise médicale d'un enfant. Le rétablissement d'Emma a dépassé toutes les attentes médicales. Le docteur Williams a expliqué que les enfants qui se sentent en sécurité et aimés font souvent preuve d'une résilience remarquable après des urgences respiratoires. La fonction pulmonaire d'Emma est revenue à la normale en 6 semaines, et sa confiance a grandi à mesure qu'elle comprenait que ses besoins médicaux ne seraient jamais considérés comme des fardeaux ou des outils de manipulation. « Papa, dit-elle un soir alors que nous faisions nos devoirs ensemble, j'ai appris quelque chose d'important quand j'étais malade. »« Que as-tu appris, ma chérie ?»« J'ai appris que la vraie famille prend soin les uns des autres quand des choses effrayantes se produisent. Et la fausse famille essaie de rendre les choses effrayantes pires. » Emma avait compris la leçon qui m'avait pris des années à apprendre. La famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par des actions constantes et aimantes qui donnent la priorité au bien-être de chacun. L'enquête financière a révélé que ma mère avait volé près de $12 000 à mon grand-père en 18 mois, en utilisant des histoires fabriquées sur mes besoins pour justifier ses demandes. La restitution a été ordonnée dans le cadre de son accord de plaidoyer, ainsi que 3 ans de probation et un suivi psychologique obligatoire pour les troubles d'abus financiers. Plus important encore, Emma a développé de nouvelles relations qui ont renforcé son sentiment de sécurité et de valeur. Le docteur Williams est resté sa pneumologue principale, assurant une continuité des soins qui mettait l'accent sur la force d'Emma plutôt que sur ses limites. La fille de Robert, Cathy, qui avait 9 ans, est devenue la meilleure amie d'Emma et lui a appris qu'avoir une condition médicale n'était qu'une petite partie d'une vie pleine et intéressante. Notre nouvelle normalité était plus simple et plus paisible que tout ce que nous avions connu auparavant. Les matinées de week-end comprenaient des crêpes et la planification de projets avec grand-père Harold. Les routines du soir incluaient la vérification du débitmètre de pointe d'Emma et la lecture d'histoires sur des enfants courageux qui surmontent les défis. Les célébrations de fêtes se déroulaient avec notre famille choisie, composée d'amis et de parents solidaires qui comprenaient que l'amour se démontre par des actions, pas par des exigences. 6 mois après l'hospitalisation d'Emma, j'ai reçu un appel inattendu de mon cousin Marcus. « Monroe, je te dois des excuses. Nous tous. Tante Patricia nous a montré des textos qui donnaient l'impression que tu étais irresponsable avec les soins d'Emma, mais maintenant nous savons que c'était faux. Quand elle a été arrêtée, beaucoup de secrets de famille sont sortis sur sa façon de manipuler les gens et les situations depuis des années. La famille élargie avait enfin reconnu les schémas de manipulation qui avaient affecté de multiples relations pendant des décennies. Plusieurs parents ont pris contact pour s'excuser et pour reconstruire des liens basés sur la vérité plutôt que sur un drame fabriqué. Mais le changement le plus profond a été dans ma relation avec Emma elle-même.
L'urgence médicale avait mis notre lien à l'épreuve dans les pires circonstances possibles, et nous en étions sortis plus forts et plus confiants. Emma savait avec une certitude absolue que je donnerais toujours la priorité à son bien-être, avant la pression sociale, la politique familiale ou la convenance personnelle. Papa, quand je serai grande et que j'aurai mes propres enfants, je m'occuperai d'eux de la même manière que tu t'occupes de moi. Comment ça, Emma? Je resterai avec eux quand ils auront peur, et je dirai à tous ceux qui sont méchants avec eux de s'en aller et de nous laisser tranquilles. Emma avait appris la leçon la plus précieuse de toutes, l'amour inconditionnel exige une protection féroce des personnes qui nous sont chères, même lorsque cette protection a un coût personnel. La leçon de vie qui a émergé de notre épreuve était à la fois simple et profonde, la véritable loyauté familiale signifie se soutenir mutuellement à travers les véritables crises, et non exiger que les véritables crises soient abandonnées pour des convenances sociales. Quand les gens utilisent vos pires moments comme des armes contre vous, ils ont révélé qu'ils n'ont jamais fait partie de votre famille. Emma et moi avons bâti une nouvelle définition de la famille, basée sur la présence dans la difficulté, la célébration du rétablissement et un engagement inébranlable envers le bien-être authentique de l'autre. Nous avons appris que les personnes qui comptent le plus sont celles qui sont présentes quand c'est difficile, qui protègent votre paix quand d'autres essaient de la perturber, et qui vous aiment non pas malgré vos défis, mais en les incluant. Notre histoire ne consiste pas à couper les ponts avec les parents de sang ou à rejeter la famille en bloc. Il s'agit de reconnaître que les liens familiaux se méritent par un comportement constant et aimant, et que protéger nos enfants de la manipulation toxique est l'une des responsabilités les plus importantes que nous ayons en tant que parents. Emma a maintenant 10 ans, elle est confiante dans la gestion de son asthme et entourée de personnes qui voient ses besoins médicaux comme une simple partie d'une personne complète et aimée. Elle sait que sa valeur ne se mesure pas à sa commodité pour les autres, et que les gens qui l'aiment donneront toujours la priorité à sa sécurité et à son bonheur, avant les attentes sociales. Quels défis avez-vous rencontrés lorsque des membres de votre famille ont donné la priorité à leur propre confort plutôt qu'aux besoins réels de votre enfant? Comment avez-vous navigué le choix difficile entre la loyauté familiale et la protection de vos enfants? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo pour aider d'autres parents qui pourraient être confrontés à des situations similaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle sur la protection des liens familiaux et la défense de ceux qui comptent le plus. Et partagez-la avec toute personne qui a besoin d'encouragement pour faire confiance à son instinct parental plutôt qu'à la pression familiale. Merci d'avoir écouté notre histoire. Et rappelez-vous, les gens qui vous aiment vous soutiendront dans vos moments les plus difficiles, ils ne les utiliseront pas contre vous.